Je vais donc surtout m'attacher au moment un peu repère où se créent les stéréotypes et les inégalités, et voir en positif comment les féministes se sont mobilisées pour obtenir que la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, s'applique aussi aux femmes. Parce que, comme vous savez, ça n'a pas été gagné d'emblée. La bataille a été longue et rude, car si la Révolution française de 1789 s'appuie sur la philosophie des Lumières et les idées de valorisation de la raison plutôt que la croyance en une volonté divine, dans toute l'Europe, à la fin du XVIIIe, persiste l'idée d'une loi naturelle selon laquelle les femmes n'auraient pas les mêmes capacités que les hommes et ne pourraient pas jouer les mêmes rôles, avoir les mêmes droits et exercer les mêmes responsabilités sociales et politiques que les hommes. Donc je soulignerai les contextes historiques dans lesquels les stéréotypes misogynes et les décisions politiques se confortent mutuellement pour faire admettre comme loi naturelle ce qui en fait est tout simplement une construction sociale. Mais ça, c'est Simone de Beauvoir qui donnera une force à cette idée un siècle et demi après la Révolution française. Donc je vais faire une première partie pendant laquelle j'aborderai les périodes révolutionnaires et napoléoniennes, de 1789 à 1871, durant lesquelles il y aura des avancées puis des reculs sur la question des droits civils, mais l'acquisition du droit à l'éducation pour les filles, ce qui est évidemment des acquis très importants. Une deuxième partie où nous balayerons la période de la Troisième République de 1871 à 1945, incluant les deux guerres mondiales, où nous verrons se lever une première vague de féministes dites première vague et suffragistes. On verra pourquoi elles s'appellent suffragistes et pas suffragettes. Dans une troisième partie, nous traverserons la période de 49 aux années 70, qui se caractérise par l'obtention du droit de vote pour les femmes, et pendant lesquelles de très grosses évolutions du droit de la famille vont se faire en accord avec le mode de vie qui va beaucoup évoluer après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, nous conclurons sur une quatrième partie où nous aborderons la période de 1970 à nos jours, qui commencera par la mobilisation de la deuxième vague de féministes, celle du mouvement de libération des femmes, qui se bat pour le droit à la contraception et à l'IVG et contre les violences faites aux femmes, parce que nous allons voir que c'est le moment où apparaît cette thématique. Avant ça, il n'y a pas eu de mobilisation sur ce sujet, sauf au sujet de la prostitution, qui est une grosse violence faite aux femmes, mais sur les violences familiales, il n'y a pas eu de mobilisation avant cette période. Et la création, ainsi que la création, c'est la période de la création des secrétariats et des ministères aux droits des femmes, qui vont bien évidemment avoir un souci permanent de renforcer l'arsenal juridique, mais qui vont le faire parce que en permanence, quand même, les mouvements féministes veillent et revendiquent. Bon, on va attaquer le sujet et puis on verra comment tout ça se met en place. Alors, le 19e siècle, c'est un siècle de profond bouleversement. Il commence donc par les périodes révolutionnaires et napoléoniennes. Comme vous le savez, sous la Révolution, les femmes s'engagent. Toutes demandent le droit à l'instruction, au travail, pour éviter la prostitution, les droits civils, mariage, divorce et civiques. Elles revendiquent le droit à porter des armes. Mais dès la Déclaration des droits de l'homme, en août 1789, elles seront exclues des droits politiques. Pour un siècle et demi, nous ne serons ni électrices ni éligibles. Ceux qui s'opposent à cette décision ne sont pas entendus. Ah oui, j'ai oublié de dire dans la présentation que massivement, ce sont des femmes qui se sont battues au cours de cette histoire, mais qu'un certain nombre d'hommes sont quand même intervenus, si vous voulez. Et donc, je les signalerai à l'occasion. Donc, pour ceux qui s'opposent à cette décision, mais un certain nombre s'opposent à cette décision, mais ne seront pas entendus, qu'il s'agisse de Condorcet, justement, qui s'est beaucoup battu pour que les femmes aient le droit de vote, qu'il considérait comme un acte, le refus du droit de vote, il le considérait comme un acte de tyrannie, ou Olympe de Gouges. Théroigne de Méricourt, elle,
va se battre pour le droit pour les femmes à porter les armes et former des légions d'Amazones. Pendant les révolutions, il y aura jusqu'à une 50aine de légions d'Amazones qui se battront aux côtés des révolutionnaires. Pourtant, voilà, elle n'obtiendra pas plus que le droit de vote, ce droit de porter les armes. Il faudra attendre 1972 pour qu'un statut militaire égal à celui des hommes soit appliqué aux femmes dans l'armée française. Donc c'est quand même des délais énormes. On est souvent sur un siècle et demi pour réacquérir les droits que la Révolution française et Napoléon vont supprimer. D'où l'importance de cette période. Pourtant, la Révolution va poser les bases d'une certaine égalité concernant le droit de la famille. En effet, l'état civil devient laïque. Seront instaurés, donc vous savez, devient laïque, c'est-à-dire que les paroisses n'ont plus les registres d'état civil, mais ce sont les mairies. C'est une grosse différence. En 1791, le mariage civil est accordé, la majorité est fixée à 21 ans, et pour les femmes, la possibilité d'agir sans autorisation des pères ou des maris. En 1792, création du divorce par consentement mutuel. Alors, là aussi, les femmes sont devenues juridiquement majeures, mais durant cette période, va se construire une image négative des femmes, souvent représentée de manière péjorative, quoi qu'elles fassent. Alors, les femmes révolutionnaires, à travers les images que vous connaissez, hein, des femmes dans les rues, allant à Versailles, etc., sont caricaturées en furie de guillotine, en harpie, en amazone. Les contre-révolutionnaires sont des femmes lubriques dévoyées aux réfractaires. Et Marie-Antoinette est une femme indigne et une épouse débauchée. Donc sur cette base, elles sont dépossédées de leur action politique et ramenées à des figures mythiques contre nature par ces qualificatifs dégradants dès qu'elles posent des actes qui ne sont pas conformes à l'image de la femme chaste, fidèle au foyer, devenue idéal révolutionnaire en opposition à celle des aristocrates libertines et décadentes. La violence légale va redevenir une spécificité mâle avec la guerre et les batailles de cette époque et renvoie les femmes, sexe faible, au foyer. Après cette période, le terrain est prêt pour une vision sexuée et inégalitaire de la nouvelle société républicaine. Napoléon va lui donner force de loi dans le Code civil entre 1800 et 1804. L'infériorité féminine va être inscrite dans la loi et revient sur les acquis antérieurs pour près de 2 siècles. Cela se traduit par le fait que les femmes deviennent mineures juridiques. Tous leurs actes sont sous tutelle des pères et des maris qui seuls ont l'autorité du chef de famille sur les femmes et les enfants. Cela se traduit aussi par l'obligation de relations sexuelles pour progresser et le fameux devoir conjugal. Les femmes célibataires n'intéresseront pas le droit, elles sont marginalisées et stigmatisées. Vous connaissez tous les expressions qui ont vécu longtemps, de vieilles filles, de filles mères, etc. En 1804, le divorce est maintenu mais limité et sera supprimé en 1816. Il ne sera rétabli qu'en 1884 et le consentement mutuel ne sera rétabli qu'en 1975. En 1810, le Code pénal instaure une double morale pour l'adultère en qualifiant l'adultère de la femme de délit alors que le mari n'est passible que d'une amende, à condition que ça ait lieu dans le domicile conjugal. En 1810 également, la pratique et l'aide à l'avortement sont punies de réclusion et pour les médecins et pharmaciens, ceux-ci sont condamnés aux travaux forcés. En 1808, les filles et les femmes sont interdites dans l'enceinte des lycées nouvellement créés. Donc vous voyez que la situation est dure. C'est une époque où l'Église va entamer sa reconquête par les femmes avec une éducation chrétienne au sein de la famille ou dans les établissements religieux pour une transmission aux enfants et une éducation chrétienne. Cette période très mouvementée sera suivie de 20 ans de silence des femmes,
jusqu'à la période de 1830, où apparaîtront les Saint-Simoniennes, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, qui auront des revendications nouvelles. En parallèle, plusieurs facteurs vont favoriser des avancées significatives. L'industrialisation, pour les femmes, va être un moment fondamental. Elles s'engouffrent dans le travail salarié. C'est la base d'un profond changement dans leur situation dû à la dissociation progressive entre le travail des femmes à l'extérieur et dans la famille. Dans la sphère privée, les femmes ont toujours travaillé en participant à l'économie domestique, familiale, sans rémunération. Dans l'agriculture, l'artisanat, le commerce, vous avez sûrement vu, on a tous vu quantité de choses sur cette période, mais elles vont trouver une place dans la sphère publique où les salariés participent publiquement, cette fois-ci, à l'économie nationale. Pourtant, cette évolution reste en contradiction avec l'idéal bourgeois que souhaitent atteindre les familles ouvrières, à savoir gagner suffisamment d'argent pour garder la femme au foyer. Cela aura pour conséquence le fait que jusqu'au début du XXe siècle, les syndicats réclameront un salaire familial pour l'homme, mais ne se battront pas pour des acquis sociaux pour les femmes. C'est alors qu'apparaissent les notions d'activité, d'inactivité, l'expression « les femmes qui restent à la maison », la notion de salaire d'appoint, puisqu'elles sont supposées être en appoint à celle du mari, celle du travail temporaire, puisque là aussi, elles sont supposées rentrer à la maison au plus vite. Les conditions de travail sont plus lourdes pour les femmes que pour les hommes. Elles sont exploitées, dominées, cantonnées dans des travaux sous-qualifiés et mal payés. Elles sont exposées au droit de cuissage des contremaîtres. Alors que vont trouver les patrons chrétiens pour les soustraire à cette situation tout de même très contraire à la morale? Eh bien, devinez, des couvents-usines. Entre 1835 et 1880, jusqu'à 500 ouvrières par couvent-usine pouvaient être embauchées, c'est beaucoup dire, mais embauchées, encadrées par des religieuses, notamment dans l'industrie de la soie, dans la région de Saint-Étienne, Lyon, toute la région du Gard, mais également dans les brosseries de Rennes et les fromageries de Roquefort. Elles ne pouvaient sortir de ces couvents-usines que quand elles se mariaient. C'est une période où il y a une surmortalité des jeunes femmes. Alors, ce sont souvent des jeunes femmes venant de la campagne, et c'est une période où il y a une surmortalité de ces jeunes ouvrières dramatique. Parallèlement, la faiblesse économique fragilise les célibataires, souvent forcés de recourir à la prostitution occasionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les premières grèves de femmes vont se faire sans soutien masculin, et nous aurons même presque des caricatures, puisque la première grève de femmes en 1869 à Lyon, celle des ouvrières de la soie nommées les ovalistes, va se traduire, alors qu'elles se battent pour une augmentation de leur salaire et une réduction de leur temps de travail, va se traduire par une augmentation du temps de salaire des hommes et rien pour elles. Et là, nous sommes à la moitié du 19e siècle. C'est la période où les lois de la République sont des lois de protection des femmes, c'est-à-dire les lois de 1874, de 1899, qui vont interdire les femmes dans les mines et dans les carrières, qui vont interdire le travail de nuit. Elles obtiennent de nombreuses dérogations, ces lois, et elles marquent plus finalement une ségrégation qui ne permet pas aux femmes d'aller vers les métiers les plus qualifiés, même si on peut penser que le travail de nuit n'est pas forcément à revendiquer. Et qui va conforter les inégalités salariales que j'ai énoncées au-dessus. Heureusement, cette industrialisation va favoriser tout de même une évolution des mentalités. Alors,
des rôles le rôle individuel de femme qui se révolte contre cette image qu'on veut leur assigner. Je vais signer pour ça, par exemple, quelqu'un que vous connaissez tous, qui est George Sand, qui très tôt va refuser, va porter le pantalon, va prendre un pseudonyme masculin et va refuser le rôle traditionnel de la femme. Mais pour autant, elle ne s'engagera pas avant 1848 dans les luttes de revendication. Plus collectives sont les Saint-Simoniennes, qui voient le jour avec le développement du socialisme utopique et qui réclament le droit d'aimer librement et l'émancipation de la classe ouvrière. Alors dans cette période, il y a au moins une femme dont je pense que vous avez entendu parler, parce que je crois que c'est important de souligner le nom des pionnières qui ouvrent des portes et qui en prennent plein la figure, il faut bien dire les choses, mais qui ont une vie très dure, mais qui ouvrent des portes. Flora Tristan, ça vous dit probablement quelque chose. Hein. C'est quelqu'un qui va naître au début du siècle et vivre jusqu'en 1844. Hein, l'espérance de vie n'est pas longue à ce moment-là. Et qui va se battre pour le droit des femmes, mais dans le cadre de... Enfin, et l'émancipation de la classe ouvrière. C'est aussi l'époque d'Élisa Lemonnier. Hein, il y a un gros lycée qui porte son nom à Paris, qui va être la créatrice de l'enseignement technique laïque, si vous voulez, à la fin du siècle. C'est l'époque, sous la Seconde République, où les femmes se rassemblent pour fonder de grosses associations pour le droit des femmes. C'est le seul lieu d'engagement possible pour elles, puisque les clubs leur sont interdits. Elles créent également des journaux, elles sont journalistes, apparaissent les noms là, de Maria de Rème, d'André Léo, de Suzanne Voilquin, qui sera aussi une voyageuse, une grande voyageuse, si vous voulez. Toutes revendiquent le droit de vote, le droit au travail. Certaines fondent même des coopératives de boulangerie, de restauration ouvrière, comme Nathalie Lemel. Et donc, elles revendiquent le droit à l'instruction. Nous verrons là émerger le nom de Elisa Mercœur, que vous connaissez puisqu'il y a un square à Nantes, hein, de l'importance d'avoir des noms et des rues et des squares à nos noms, comme ceux des hommes, et qui est institutrice. Alors, les institutrices de l'époque sont des institutrices formées par les religieuses. Pendant la Commune de Paris, pour illustration, toutes ces femmes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Pendant la Commune de Paris, par exemple, où les femmes auront une activité considérable pour bien peu d'acquis, 1051 communardes vont être jugées, certaines vont être condamnées à mort, emprisonnées, déportées, comme Louise Michel, encore un nom que vous connaissez, en Nouvelle-Calédonie, pendant 9 ans. George Sand, par exemple, désapprouve les femmes de la Commune, ne les soutient pas, car elle se bat uniquement pour l'émancipation des femmes mariées, mais ne soutient pas la revendication du droit de vote. Les communards seront défendus par les grosses associations de droits des femmes, Maria de Rème, Victor Hugo, qui obtiendra, il est à ce moment-là député, qui obtiendra, avec d'autres, leur amnistie, celle des hommes et des femmes communards, en 1880. Alors le gros acquis de ce siècle, c'est l'accès à l'instruction pour les filles, qui va être un puissant levier pour l'avenir, mais là encore, comme pour le mariage civil de la Révolution, l'enjeu n'est pas l'égalité, mais la bataille pour la laïcité. Et ça a une importance de s'en rendre compte. Puisque depuis le XVIe siècle, en gros, une minorité de filles dans les milieux favorisés sont éduquées, mais non instruites par des religieuses dans des écoles payantes ou au sein des familles, mais la majorité des filles ne sait ni lire ni écrire et participe dès l'enfance à la subsistance de la famille. Donc le XIXe siècle va vraiment être le siècle de la bataille pour soustraire les filles à l'influence de l'Église. Une série de lois obligeront, alors comme elles sont détaillées là, je ne vous les redis pas, une série de lois obligeront les communes de plus de 800 habitants à ouvrir une école primaire pour les filles, permettront la création d'enseignements professionnels féminins publics, laïques et les cours secondaires pour les filles, et imposeront l'ouverture d'une école normale d'institutrices par département. Jusqu'en 1882, où les lois Jules Ferry
institue l'enseignement primaire laïque, gratuit et obligatoire pour garçons et filles. Mais là encore, une différence. Elles sont non mixtes et l'enseignement secondaire, qui va être ouvert pour les filles comme pour les garçons restera payant, mais avec des programmes différents. Les filles n'auront pas accès à un certain nombre de matières, notamment les mathématiques, et ne pourront pas passer le bac. Il faudra attendre 1924 pour avoir des programmes identiques filles, garçons dans l'enseignement secondaire, donc notamment en maths, et qu'elles puissent accéder au bac. Alors le rôle des pionnières est évidemment très important. J'ai déjà cité quelques noms, mais je vais en citer quelques autres. À Nantes, il y a une rue Clémence Royer, qui était une scientifique de haut niveau, qui fut la première traductrice de Darwin, et qui tente, à partir de ses thèses, une explication de la genèse des inégalités entre les hommes et les femmes. Elle sera aussi la première à recevoir la Légion d'honneur. En 1861, Julie Daubier, institutrice, prépare seule le bac, s'y inscrit et le réussit. L'Académie refusera pendant 2 ans de lui donner son diplôme. En 1900, Jeanne Chauvin devient la première avocate. Vous connaissez ensuite 1803 Marie Curie, qui obtiendra le Nobel de physique avec Pierre Curie en 1803, donc, et en 1911 le Nobel de chimie en son nom seul, et qui jusqu'à nos jours reste la seule femme à avoir obtenu 2 prix Nobel. Bon, vous connaissez aussi donc des noms d'écrivaines. Alors, il y a tout le mouvement dans la littérature, les arts, etc. Juste quelques noms: Colette, Virginia Woolf. Les journalistes, Marguerite Durand par exemple, qui a légué toute sa fortune et tous ses livres à une très grosse bibliothèque à Paris qui porte son nom. Les écrivaines voyageuses comme Alexandra David-Nel par exemple, hein. Et une qu'on connaît moins mais qui est tout à fait exceptionnelle, Suzanne Langlaine, qui sera championne du monde de tennis à 15 ans au début du siècle. Alors, nous allons aborder la deuxième période, celle de la Troisième République, qui démarre de 1810 à 1945, où va se développer, cette fois-ci, le féminisme sous forme de mouvements collectifs, avec des femmes d'origine souvent bourgeoise, donc qui vont être discréditées pour ça, mais intégrant énormément également de femmes de classe moyenne et ouvrière grâce à l'enseignement laïque qui s'est développé. Ce mouvement féministe va être dit féminisme de la première vague. Il va être dit également suffragiste, car elles se battent pour le droit des femmes, pour le droit de vote en particulier, mais avec des moyens légalistes, articles, tracts, meetings, pression sur les hommes politiques, différemment des suffragettes, qui sont les femmes anglaises, qui elles vont aller jusqu'à des attentats. Vous avez peut-être vu le film qui est en ce moment sur les écrans, et qui dit beaucoup de choses sur le sujet d'ailleurs, outre la question du droit des femmes. Le moment où on voit une des aristocrates exiger de son mari qu'il paye la caution pour libérer toutes les femmes qui ont été arrêtées avec elle, vous avez peut-être remarqué, et où il lui répond « je ne le ferai pas », elle lui répond « c'est mon argent », et il lui dit « oui d'accord, mais tu es ma femme ». Elles ne sont pas majeures, elles ne peuvent pas contrôler leur mère. Et donc c'est l'époque où notamment ces féministes de la première vague sont discréditées par les caricatures de Daumier, dont j'ai fait passer quelques exemples là, qui sont extrêmement sévères pour elles, qui sont très méchantes, et donc voilà, et quelque part il faut leur rendre un certain hommage parce qu'elles ont dû supporter tout ça. Elle continue à agir au moyen des grosses associations et des journaux féminins existants, dans lesquels souvent d'ailleurs elles citent que par leur prénom parce qu'elles ne veulent pas apparaître avec le nom de leur père ou de leur mari. Mais c'est aussi le moment des lois 1901 sur les associations et 1905 pour la séparation de l'Église et de l'État, de l'affaire Dreyfus, et cela va révéler des divisions importantes entre les féministes.
Les organisations féministes les plus radicales, laïques, se positionnent pour Dreyfus et pour les lois 1901-1905. C'est dans ces associations qu'on retrouve à nouveau Maria de Rem, Léon Richer, Victor Hugo, Hubertine Auclair, qui va être la première d'ailleurs à employer le nom féministe. C'est à ce moment-là que ça surgit. Cécile Brunswick, mais d'autres associations féministes catholiques notamment seront anti-dreyfusardes et vont s'opposer au vote des associations 1901 et 1905. Je me suis posé la question pourquoi s'opposer aux lois sur les associations. Eh bien parce que les associations offrent des espaces de rencontre entre les domaines privés et les domaines publics. Bon, sur la loi de séparation de l'Église et de l'État, on le comprend mieux puisque c'est reçu comme un complot anti-catholique. Aussi, malgré de nombreuses manifestations entre 1910 et 1914, malgré une vingtaine de candidatures féminines symboliques aux élections législatives de 1910, une énorme manifestation, des manifestations pour les journées internationales des femmes un peu partout dans le monde en mars 1911, à l'accord de principe de 300 députés sur 585 en 1914, le Sénat, toutes tendances confondues, va trouver des raisons pour alimenter son anti-féminisme et refuser le droit de vote aux femmes. La déclaration de guerre de 14 va gommer cette revendication de l'actualité. Alors, comme vous le savez, les guerres mondiales, les guerres en général, qu'elles soient mondiales ou pas, vont favoriser la visibilité du travail des femmes et leur ouvrir de nouveaux secteurs. Avec ces guerres se confirme un mouvement irréversible pour le développement de l'emploi féminin. Les femmes vont entrer dans l'industrie, le textile, l'alimentation, le tabac, le tertiaire. Alors le tertiaire, le commerce, l'enseignement, la poste, la santé. Mais la mécanisation va renforcer la division sexuée du travail. Par ailleurs, pendant la guerre 14-18, toutes les lois de protection des femmes sont suspendues et les femmes qui travaillent 14 heures par jour sont épuisées et vont être brutalement démobilisées à la fin de la guerre. C'est une période d'accroissement des maternités illégitimes, d'aggravation de la mortalité maternelle et infantile, de retrouvailles difficiles après la guerre, avec l'explosion des divorces. Alors le divorce a été réinstitué, pas consentement mutuel, mais à la fin du XVIIIe siècle. Collectivement, elles vont être appelées à repeupler la France. La crise des années 1930, pendant cette crise, les femmes seront les premières licenciées. Malgré tout, elles continuent à exercer des emplois rémunérés, même peu ou pas qualifiés et sous-payés, malgré également une politique nataliste réactivée, avec pression pour le retour au foyer, qui se traduira par la loi 1920 qui réprime la propagande pour la contraception, celle de 1923 qui définit l'avortement comme un délit, l'institutionnalisation des allocations familiales, qui dans ce contexte incite plutôt à rentrer à la maison, la prime au premier enfant légitime, parce qu'il n'y a plus de reconnaissance à ce moment-là des enfants illégitimes, et l'accroissement de la répression sur l'avortement. Le Sénat refuse 4 fois entre 1922 et 1936 d'accorder le droit de vote aux femmes. Pour les féministes, les mêmes divisions qu'avant-guerre s'expriment entre les modérés souvent catholiques qui approuvent cette politique nataliste, les réformistes suffragistes qui revendiquent plus d'égalité juridique. Seules les plus radicales, minoritaires, se battent contre la répression de l'avortement. Alors là, et les discriminations au travail qu'elles associent au capitalisme. Là, on a une figure d'une pionnière très attachante, qui est Madeleine Pelletier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais j'aime beaucoup parler d'elle, qui est première femme interne des hôpitaux psychiatriques, qui fait des avortements clandestins dans son cabinet, qui, à cause de ça, sera condamnée, internée pour folie,
et mourra à l'asile. Le Front populaire, en 1936, sera à la fois un moment fondateur et une occasion ratée pour les femmes. Moment fondateur car le gouvernement Léon Blum nomme 3 secrétaires d'État non électrices et non éligibles, Cécile Brunswick, Suzanne Lacorre et Irène Joliot-Curie. Mais les accords de Matignon, qui vont accorder les 14 heures hebdomadaires et les 2 semaines de congés payés aux hommes et aux femmes, entérinent les inégalités de salaire avec la réduction de 20% sur tous les salaires féminins. Elle n'abroge pas la loi qui interdit l'avortement. Cependant, il y a quelques acquis. En 1938, la loi accorde la capacité civile aux femmes mariées qui vont pouvoir poursuivre des études, passer des examens sans autorisation des maris. Mais il reste chef de famille et exerce seul l'autorité parentale et peut toujours interdire à sa femme l'exercice d'un métier. La période de Vichy sera celle d'un ordre moral obsessionnel générant d'énormes souffrances. 1940, interdiction du recrutement de femmes mariées dans l'administration. 1942, l'avortement devient un crime contre la sûreté de l'État. Explosion des naissances illégitimes, création de l'accouchement sous X, la possibilité d'accouchement sous X, répression de l'adultère, restriction du divorce, pénalisation de l'homosexualité. En 1943, Marie-Louise Giraud, reconnue comme avorteuse, sera guillotinée. Il y a, comme vous le savez, une collaboration avec le gouvernement de Vichy au féminin, mais il y a également de nombreuses résistantes qui agiront dans la période suivante, puisque nous arrivons maintenant dans notre 3e partie, qui est celle des années 1945-1970, celle de la Ve République, qui commence par l'obtention des droits politiques pour les femmes. Les femmes voteront pour la première fois aux élections municipale d'avril 1945. Et localement, nous avons une femme, Odette Roux, institutrice communiste de 28 ans, qui sera élue maire des Sables-d'Olonne. Elle est la première femme élue à ce titre de la taille de cette ville. Aux élections législatives, sont élues 33 femmes députées, soit 5,6% de l'Assemblée, et elles vont obtenir des avancées significatives, puisqu'en 1946, il y aura inscription du principe d'égalité dans tous les domaines dans le préambule de la Constitution, accès des femmes à la magistrature, suppression de la notion de salaire féminin et des abattements légaux de 20%, fermeture des maisons closes, sur laquelle on a vu quantité de films et d'ironie, et de nombreuses mesures en faveur des femmes et des familles. En 1947, Germaine Poinçon-Chapuis sera la première femme nommée ministre de plein exercice à la santé et à la population. C'est la période de la création des PMI, d'une assurance salaire unique et de lois protectrices complexes qui joueront contre le travail des femmes dans la mesure où elles sont sans mesure incitatrice, compensatrice pour les employeurs. Pourtant, le taux d'activité des femmes se maintient. Alors parallèlement, c'est la période du baby-boom. Dans un contexte de pénurie de logements de confort très rudimentaires, souvent des logements sans eau chaude, où la lessive se fait sur des lessiveuses avec trépied à gaz. Je pense que un certain nombre d'entre nous ont vu ça dans leur famille, dans la génération de nos mères, quand nous étions petites. Le développement de la consommation de masse va bouleverser les choses et provoquer une amélioration assez nette de la gestion de la vie quotidienne et professionnelle pour les femmes de la classe moyenne et les ouvrières. Dans les logements neufs, avec salle de bain, eau chaude et courante, grâce au progrès technique, on va essayer d'acquérir les appareils électroménagers. Et ma mère disait toujours, priorité à la machine à laver. Je pense que vous avez connu également ça. Le milieu médical va promouvoir l'accouchement dit sans douleur, l'allaitement artificiel, oui, avec le lait maternisé,
et l'alimentation des bébés avec les petits pots grâce aux aliments stérilisés. On assiste en parallèle à une évolution de l'image des femmes avec l'apparition du concept de femme-objet. Les femmes, déjà mères, travailleuses, citoyennes, vont devoir se conforter à l'idéal masculin de beauté, de séduction et de sexualité. C'est l'époque de la création du bikini, du monokini, de Et Dieu créa la femme, le film de Vadim. C'est par elles, les femmes, et pour elles qu'on vend les produits de consommation. Elles deviennent ciblées par la publicité. C'est dans ce contexte qu'en 1949, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir va faire scandale, car il prend à rebours la pensée naturaliste dominante. Vous connaissez la phrase, on ne naît pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir ouvre d'autres perspectives qu'un destin uniquement maternel et conjugal. Elle met à jour les aspects tabous de la sexualité féminine, l'homosexualité et toutes les formes de sexualité hors mariage. Ce livre provoque une véritable prise de conscience de la situation des femmes. L'image des femmes actives s'impose progressivement. Elle s'affirme également comme sujet et on voit une évolution vestimentaire se faire, autorisation, tolérance de porter le pantalon, le jean, la mini-jupe, dans les années 60-70. C'est la période où le droit de la famille évolue. En 1960, les mères célibataires peuvent avoir un livret de famille, le langage aussi, on ne les appelle plus des filles mères. En 1965, les femmes mariées peuvent gérer leurs biens propres, et vous en souvenez peut-être, ouvrir un compte en banque et exercer une activité professionnelle sans autorisation du mari. C'est il y a moins d'un siècle. C'est pas vieux. Bon. Sous l'influence des femmes et des pays de culture protestante, apparaît une valorisation de la sexualité et de l'épanouissement personnel qui donnera lieu en 1956 à la fondation de l'association La Maternité Heureuse, qui deviendra en 1960 le planning familial. En 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception. La publicité est toujours interdite par la loi de 1920, sauf dans les journaux médicaux. Mais les décrets d'application se font attendre et ne prendront effet qu'en 1969, c'est-à-dire après les événements de mai 68, qui sont le résultat d'une très forte tension existant entre la tradition et toute cette modernité que je viens de décrire. Cette époque connaîtra au coude à coude dans les manifestations les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Ce sera très intergénérationnel, tous pour réclamer l'évolution des rôles sexués, des comportements sexuels et des rapports hiérarchiques dans l'entreprise. C'est sur cette base que nous abordons la quatrième partie de mon exposé et qui concerne la période de 1970 à nos jours. Elle commence en 1970-80 par la deuxième vague de féminisme, le mouvement de libération des femmes, qui sera non mixte et qui change radicalement son mode d'action. Manifestation joyeuse, festive, inventive, où on cesse de parler de l'autre, mais où on parle de soi. C'est un mouvement qui réfléchira sur la base d'un féminisme nouveau, attentif aux inégalités de fait, et pas seulement de droit, que subissent les femmes qui sont dans le mouvement lui-même. Quoique divisées en groupes affinitaires, les féministes revendiquent la libre disposition de leur corps et mettent en priorité deux luttes finalement, celle pour l'avortement et la contraception, maîtriser sa fécondité. Donc je vous passe, vous connaissez le manifeste des 343, vous connaissez les associations Choisir, donc le planning familial, le MLAC, toutes ces associations qui vont soutenir et participer à ce mouvement.
et qui aboutira en 1945 à la loi Veil légalisant l'IVG. 75 légalisant l'IVG. Elle deviendra définitive en 1979. Vous vous souviendrez peut-être qu'il y a eu pendant cette période de nombreuses manifestations féministes pour l'obtenir. C'est la seule loi jusqu'à présent qui a été mise à l'essai. Ça aussi, c'est significatif tout de même. Ouais. À Nantes, regardons un peu la situation locale. Refus d'ouvrir un centre d'IVG au CHU par le monde médical qui était à la tête des grands départements du CHU. Création uniquement d'un centre de planification dans un préfabriqué à l'hôpital psychiatrique de Saint-Jacques. C'est pour dire les réticences du corps médical. La deuxième mobilisation sera celle qui sera contre les violences faites aux femmes, violences sexuelles hors et au sein de la famille. Cette revendication est nouvelle et prend force avec, en 1975, l'ouverture du premier refuge pour les femmes battues à Clichy, qui portera d'ailleurs le nom de Flora Tristan. En 1980, la loi confirmera le caractère criminel du viol et le définit. À Nantes, ce sera l'époque de la création de l'association SOS Femmes Battues en 1978, qui deviendra ensuite SOS Femmes, pour être actuellement l'association Solidarité Femmes. Dans les faits, la famille prend des formes bien différentes et la législation va accompagner ces évolutions. Le mariage ne constitue plus la norme, accroissement du concubinage, des naissances hors mariage, des familles monoparentales ou recomposées, 20% des familles avec enfants. Le divorce est plus fréquent, plus précoce. Le célibat se développe. En 2000, il y a 30% de femmes de 33 ans célibataires. En 1970, l'autorité parentale conjointe remplace l'autorité paternelle et supprime définitivement la notion de chef de famille. 1970. 1972, l'égalité des droits des enfants légitimes et naturels est reconnue. 1975 réinstaure un acquis qui avait été celui de la Révolution supprimé par Napoléon, à savoir le divorce par consentement mutuel. Là, en 1972, il y aura la création des premiers centres d'information des droits des femmes, des CIDF, qui préluderont à la création des secrétariats et ministères aux droits des femmes, qui se feront d'abord en 1974 sous le gouvernement de Giscard d'Estaing, vous vous souvenez sûrement, avec le premier secrétariat à la condition féminine, François Giroud, et qui se confirmeront en 1981 avec le premier ministère de plein droit d'Yvette Roudy. Ces secrétariats et ministères permettront le renforcement des droits suivant une politique d'égalité et non plus une politique de protection des femmes au travail dans tous les domaines et adaptée aux évolutions de vie de la société civile. Alors ces avancées se font toujours grâce à la vigilance et aux interpellations régulières des mouvements et associations féministes. En 1982, le 8 mars est instauré comme Journée internationale des femmes. En 1999, le 25 novembre devient Journée internationale contre les violences faites aux femmes à l'initiative de l'ONU. Donc il y a là une progression, j'ai envie de dire, mondiale sur la prise de conscience de la situation des femmes partout dans le monde, la nôtre étant loin d'être la pire. Avec la création de cette sorte de féminisme institutionnel d'État, une réelle prise de conscience des inégalités persistantes a lieu avec la volonté de renforcer et préciser les droits des femmes dans tous les domaines. La question est maintenant de les faire appliquer pour analyser et lutter contre les inégalités persistantes, et ce sera l'objet de la réunion avec Dominique Loiseau dans 15 jours. Je vous ai également apporté des documents que publie le ministère du droit des femmes tous les ans sur les inégalités actuelles, donc vous pourrez les prendre en sortant.
le rôle des ministères, et des ministères aux droits des femmes et des délégations régionales est également de mettre en œuvre des politiques intégrant la réflexion sur l'égalité avant que les lois ne soient votées. C'est ce qu'on appelle la politique intégrée de l'égalité, afin d'éviter de créer de nouveaux systèmes inégalitaires. Alors, pour cette période, je ne vais pas vous reprendre toutes les évolutions législatives que vous voyez sur l'écran dans tous les domaines, ce serait fastidieux et long. Par contre, je ne résiste pas à prendre l'exemple, malgré cette volonté d'intégrer la politique d'égalité dans les réformes, de prendre un exemple où elle ne l'a pas été. C'est la réforme des retraites votée en 2003. Avec le système de décote, pour toute personne n'atteignant pas le nombre de trimestres requis à l'âge légal de la retraite, a été validée une double peine pour les femmes, celles-ci déjà pénalisées par une retraite souvent incomplète, voient leur pension revue à la baisse par la décote. Je pense que vous connaissez le système et que vous en avez entendu parler. C'est-à-dire que toutes les années que vous n'avez pas en année pleine pour avoir votre retraite pleine vont compter le double et vous amener à avoir 5 et parfois 10 ans, 5% et parfois 10% réduits sur votre pension de retraite. C'est moins... Alors que les retraites des femmes sont déjà en moyenne de 30% inférieures à celles des hommes suivant les âges, il semblerait que les réformes de 1910 et 2010 et 2014 visent à réduire cette inégalité. Pourquoi? Parce que le ministère s'est rendu compte que pour les femmes de nos générations qui souvent avons travaillé des carrières complètes, cette question des cotes ne jouera pas. Mais toutes les femmes actuellement encore vivantes et plus âgées que nous ont souvent des carrières très incomplètes. Elles se sont arrêtées pour élever leurs enfants. Souvent, beaucoup d'entre elles n'ont repris le travail qu'après un divorce ou un décès de mari, si vous voulez, et donc ont des retraites extrêmement faibles. Et le danger des moyennes, c'est évidemment de gommer les inégalités entre les personnes elles-mêmes, dans une même catégorie sociale, avec des personnes qui sont proches de la misère et d'autres qui ont des retraites très fortes. Si vous voulez. Donc, il semblerait que le ministère ait pris conscience de cette situation et qu'il y ait une volonté de réduire ces inégalités. J'ai vu dans le document ces documents que je mets à votre disposition, vous verrez à la fin qu'il y a maintenant, et ça c'est très intéressant, la volonté d'avoir des suivis et des rapports d'évaluation. Donc c'est au bénéfice de ces suivis et rapports d'évaluation qu'apparemment cette prise de conscience s'est faite. Alors bon, voilà, je voudrais juste conclure maintenant en mettant en évidence une mesure qui me semble, au milieu de toutes celles que vous allez voir et qui ont été votées depuis les années 80, une mesure qui pour moi me semble fondamentale pour l'évolution des mentalités et de l'égalité dans la vie privée comme dans la vie professionnelle, car elle oblige les entreprises à considérer la naissance d'un enfant non plus comme un handicap quand on embauche des femmes, mais également quand on embauche des hommes. Alors je parle d'une réforme qui est passée relativement inaperçue, à savoir en 2002, un congé de paternité et d'accueil de 11 jours pour les pères ou la personne vivant avec la mère. Ce congé a été créé. Alors j'ai regardé comment il s'appliquait, puisque c'était en 2002, nous sommes en 2015, 13 ans. Oui, 2016, 13 ans, oui, merci. Alors, et bien voilà, le résultat, c'est que les résistances sont à l'œuvre. Les résistances sont à l'œuvre. Si 2/3 des pères prennent ce congé paternité de 11 jours, ils ne sont que 10% à l'utiliser en totalité, 11 jours. Cette sous-utilisation s'appliquerait par des considérations financières
mais aussi par la pression, s'expliquerait par des considérations financières, mais aussi par la pression sociale et surtout par la crainte d'une perception négative dans leur environnement professionnel. Tu as dit beaucoup de choses sur les rôles et les modèles sociaux qu'il est difficile de faire évoluer, même à notre époque, où on voit quand même beaucoup d'avancées. Parce que je vais conclure en disant qu'il y a quand même énormément d'avancées, qu'il y a quand même des avancées irréversibles, qu'il y a quand même des évolutions dans les mentalités. On voit une prise en charge des jeunes pères, beaucoup, sortis d'école, etc. On ne peut pas nier tout ça. Cependant, il reste des questions et les problématiques actuelles auxquelles nous sommes confrontés vont en poser de nouvelles qui toutes ont à voir avec la persistance de l'autorité des hommes sur le corps des femmes. Je veux parler du débat autour de la gestation pour autrui, GPA, terme pudique pour éviter de parler d'instrumentalisation du corps des femmes à des fins de procréation. Nous tournons autour de la question de la marchandisation du corps des femmes et des réseaux de traite, comme sur la question de la prostitution, qui n'arrive pas à se penser en France, pays abolitionniste, c'est-à-dire tolérant, où la pénalisation du client vient d'être rejetée par le Sénat. Vous avez peut-être suivi ce débat en 2015, pour le coup. Au niveau international, également, cette persistance de l'autorité des hommes sur le corps des femmes, d'une manière dramatique. On est obligé de constater l'usage du viol comme arme de guerre quasi systématique dans les guerres depuis la deuxième moitié du XXe siècle, ce qui oblige à le penser comme élément de stratégie par les milices et les armées régulières. Et ça, on l'a vu, toutes les guerres, en Europe, en Afrique, actuellement. Voilà. Or, très peu de voix s'élèvent contre ces faits en analysant les conséquences de ces questions sur les femmes. La vigilance est donc de rigueur sur toutes les mesures acquises. Nous l'avons vu en 2013 lors de la tentative d'interdiction de l'IVG en Espagne, ce gouvernement qui avait proposé que l'IVG soit supprimée sauf en cas de viol. Alors, le projet de loi a été refusé. Il y a eu de fortes mobilisations partout en Europe c'est ces mobilisations espagnoles et européennes qui ont fait reculer le gouvernement. Donc restons dans le positif et dans l'espoir. De nouvelles formes de féminisme émergent, organisées plus ou moins radicalement, comme Oser le féminisme, comme Stop harcèlement de rue, comme les Femmes, qui font quand même des choses très risquées et tout à fait remarquables. Ou comme d'autres qui utilisent la dérision, comme la Barbe. Vous avez entendu parler de cette association qui se met des barbes dans les assemblées strictement masculines. Et je vous recommande la revue mensuelle, j'ai aucun actif dans cette revue, Cosette, vous l'avez remarqué pour un certain nombre d'entre vous, qui se qualifie elle-même de plus féministe du cerveau que du capiton. Je conclurai là-dessus. Merci de votre attention.